Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires de... L'histoire... Cita d'Ayach. Cita d'Ayach. Racine de Ciel. Cita d'Ayach. Merci Michel, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette nouvelle proposition inédite, une forme hybride que nous espérons renouveler et que nous débutons donc ce soir avec Barbara Carlotti. Barbara Carlotti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je ne pouvais pas la refuser. J'avais très envie de venir ici parler de mon livre, évidemment, et chanter. Donc je suis ravie d'être ici. Merci. Donc, nous allons débuter par une petite biographie. Vous êtes musicienne, auteure, compositrice et interprète, mais pas seulement, puisque vous avez également conçu et animé des émissions de radio sur France Inter et France Culture notamment, et de télévision sur France 3 Corse via Stella. Vous êtes aussi scénariste et réalisatrice, avec un court-métrage de fiction à votre actif, intitulé 14 ans, et tourné, évidemment, en Corse. Depuis votre deuxième album, Les Lys brisées, vos créations musicales sont généralement encensées par la critique qui salue votre originalité de ton et la singularité de votre univers, inclassable et poétique, magnétique et hypnotique, comme votre voix. Pour ne pas froisser votre modestie, nous n'allons pas égrener ici la liste des prix que vous avez reçus. Il y en a eu beaucoup. En 6 albums à ce jour, dont un consacré à des reprises de chansons corses des années 60-70, vous êtes, n'ayons pas peur des mots, ce qui serait un comble en l'occurrence, devenu incontournable sur la scène musicale française, à l'instar de vos amis et compagnons de route, Dominique A, Bertrand Belin, Juliette Armanet, Isia, Bertrand Burgala, Philippe Catherine ou encore Pierre Gambini. Nous allons évoquer ce soir L'art et la manière, un recueil de 13 textes articulés autour du désir et de la sensualité, paru en mars dernier aux éditions du Seuil. Alors, une première question. Cet ouvrage est présenté parfois un peu abruptement comme un premier livre. Certes, mais il ne sort pas de nulle part. C'est la nouvelle forme d'un travail permanent autour de l'écriture. On y retrouve d'ailleurs beaucoup d'interactions avec certaines de vos œuvres, toutes disciplines confondues. Alors, pourquoi cette forme très littéraire aujourd'hui ? Alors, je crois que simplement parce que Mireille Paolini, mon éditrice, on se connaît depuis longtemps et elle m'avait demandé, en fait, depuis très longtemps d'écrire un livre. Et à chaque fois, je lui disais, je ne sais pas quoi écrire, je saurais pas... j'avais pas d'idée précise jusqu'à un certain point, en fait. C'est-à-dire que j'écrivais des chansons, j'ai écrit un film, j'écrivais des émissions de radio et tout ça, mais pour moi, j'avais tellement aussi de respect pour la forme littéraire, pour la fiction, le roman, etc., que je me suis dit, bon, comment je peux m'inscrire là-dedans ? Et surtout, il faut avoir quelque chose à dire, je pense, de personnel. Et jusqu'à présent, tout ce que je faisais passer de très personnel, c'était beaucoup, beaucoup dans mes albums. Donc pendant très longtemps, chaque année, elle revenait vers moi, puis elle me disait, alors... Moi, je disais, je sais pas, j'ai pas trouvé le sujet, je sais pas, mais je réfléchissais quand même. Et finalement, je pense que comme il y avait toutes ces interrogations depuis le mouvement MeToo autour de la sexualité des femmes, du genre, etc., je me suis dit, en fait, je pense que... Et moi, j'avais besoin, je crois, de démêler un peu tout ce qui arrivait, de discours de partout, des réseaux sociaux, enfin, un raz-de-marée de discours contradictoires, d'informations, de choses qui me paraissaient trop enchevêtrées, nébuleuses pour moi, en fait. Et je pense que le livre, il est aussi partie de mes interrogations personnelles autour de ces sujets-là, mais il fallait que je passe par la fiction pour pouvoir le faire et par l'idée d'histoire particulière, en fait. Alors justement, des histoires particulières, 13 histoires, en fait, qui échappent absolument à tout archétype. Ce sont 13 femmes, des protagonistes de tous âges, de tous milieux, de toute situation personnelle, avec un fil conducteur toutefois. Il y a cette interrogation sur le rapport aux autres, totalement repensée ici
par le biais de la sexualité, qu'elle soit fantasmée ou vécue, qui agit véritablement comme un révélateur. Alors est-ce qu'au fond, ça n'est pas véritablement la quête de soi, conscientisée ou pas, et la recherche d'une forme d'émancipation qui sont le cœur de ce livre, le cœur battant de ce livre? Il y avait en tout cas l'idée que il fallait que ce soit un cœur de femme qui s'exprime. Hier soir, j'étais avec une autrice que j'adore qui s'appelle Déborah Lévy et qui disait le désir féminin a été peu exprimé pendant des siècles. C'est intéressant aujourd'hui de voir qu'il y a beaucoup d'autrices qui peuvent enfin s'emparer et parler en leur nom. Et effectivement, je crois qu'il y avait aussi cette idée-là de faire un chœur de femmes qui s'exprime de leur point de vue, et chaque point de vue, selon moi, est différent. C'est-à-dire, je trouve que c'est trop difficile de... On peut théoriser, on peut faire un essai sur les grandes lignes, mais moi, la question, c'était pas de faire un essai, c'était de voir comment chacune, à un moment de sa vie, il y a un élément déclencheur qui va lui faire repenser son rapport aux autres et, d'une certaine manière, trouver des moyens d'émancipation, en tout cas quelque chose qui la fasse sortir d'un rapport un peu inconscient, quoi, aux autres, aux sentiments, à la sexualité aussi. Mais il n'y a pas que des histoires d'ailleurs qui parlent crûment de sexualité. Il y en a d'autres qui sont plus en marge en fait de tout ça, mais qui aussi leur permettent de vraiment reconsidérer ce rapport, quoi. Alors, toutes les histoires sont écrites à la première personne du singulier. Pour quelle raison? Est-ce que vous êtes alternativement plus ou moins chacune de ces femmes? Est-ce que c'est une volonté d'écrire de façon plus efficace par rapport à quelque chose d'intime? Alors, complètement, oui, c'est tout à fait ça. En fait, j'avais écrit toutes ces histoires à la troisième personne du singulier, et quand je les ai données à lire en première lecture à mon éditrice, je lui ai d'abord donné une dizaine d'histoires. Elle m'a dit, il y a quelque chose qui nous met trop enfin, la troisième personne du singulier mettait trop à distance. Et en effet, à partir du moment où je suis passée au jeu, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide. Je crois que je peux me permettre de prendre le livre. Il y a justement, en fait, quand j'écrivais, j'étais vraiment en train de travailler, enfin, de lire aussi la trilogie de Déborah Lévy, que je vous conseille, qui est formidable. Et elle dit dans un passage, « Parler de notre vie comme bon nous semble est une liberté que dans l'ensemble on choisit de ne pas prendre. » Mais j'avais l'impression que les mots elle parle d'une jeune femme qui parle d'une expérience importante pour elle, qu'elle voulait prononcer, étaient pleins de vitalité, mais aussi mystérieux pour elle que pour les autres. Et je crois que ça m'a beaucoup inspiré sur l'idée qu'en effet, il fallait utiliser le jeu dans ce cas précis, quoi. Pour parler de ces choses-là précisément, je pense, de cet intime particulier et intime. Alors, toujours par rapport au jeu et donc à la voix, plus qu'un roman choral, j'ai envie de parler d'une polyphonie. Oui. Parce que, en fait, les voix, les mots, mais aussi les influences littéraires et musicales se répondent en écho. Il y a énormément, et c'est très frappant et très agréable à la lecture du livre, énormément de références dans chacune des histoires, des plus connues. On va citer Christophe, Gainsbourg, Bowie, Jimi Hendrix ou Frédéric Chopin, au plus pointu, The Kings, Ingrid Caven, les Pixies ou Anne Sorel. Pour la littérature, on passe du trio Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, ce qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler une de vos chansons. L'idéal. Voilà. À Charles Bukowski, Luc Reinhardt, Percy Shelley, Jean-Jacques Schul ou Maupassant, entre beaucoup d'autres. Alors, selon vous, et on en arrive au titre de votre livre qui nous dit vraiment quelque chose, est-ce que c'est aussi l'art qui détermine la manière, même dans le domaine de l'intime? Oui, en fait, ce que je voulais... Bon, le titre porte son nom vraiment pour cette raison-là, mais c'était aussi parce que j'avais l'impression que tout ce qui nous nourrit, à la fois nos expériences, mais aussi la littérature... voilà, qu'on aborde, les chansons qu'on retient peut-être même parfois inconsciemment parce qu'on les a entendues plein de fois à la radio, etc., sont aussi des sources
qui configure notre psyché, quoi. Et donc pour moi c'était ça, c'est-à-dire à quel point en fait on se nourrit de tout ce qu'on absorbe dans l'art et qui va conditionner aussi nos relations aux autres. Donc oui, c'était précisément pour ça. Il y a les références littéraires, les références musicales, il y a aussi des références cinématographiques et des références picturales, hein, du déjeuner sur l'herbe au cauchemar de Fuseli, donc c'est véritablement très très éclectique. Vous disiez tout à l'heure que les nouvelles n'étaient pas uniquement, pour certaines, directement liées à la sexualité, même si collatéralement elles en parlent toutes. Il y en a notamment une qui s'intitule Coup de théâtre et qui est articulée entièrement autour de l'acte 2 du Roi Lear de Shakespeare. Les deux protagonistes... Non, de Richard III. Richard III, pardon, ouais. De Shakespeare. Les deux protagonistes s'y livrent à un jeu de rôle entièrement basé sur le texte de la pièce. Il y a aussi cette idée récurrente du jeu dans une autre nouvelle intitulée Savonnette amoureuse, où les deux protagonistes instituent une sorte de rituel autour du roman L'homme D de Luc Reinhardt. Alors cette dimension ludique et la dimension onirique, on y viendra peut-être ensuite, sont extrêmement présents dans le livre, et comme notamment dans un certain nombre de choses que vous avez explorées. Pourquoi est-ce important pour vous d'introduire cette dimension, ce jeu, ce hasard Alors pour le coup de théâtre, j'avais envie de... En fait, je pense qu'il faut parler un petit peu de cette histoire parce qu'elle est très particulière. Pour moi, au milieu du livre, j'avais envie justement d'un espace qui soit pas celui des autres histoires, qui soit plus métaphorique. Et je voulais que, en fait, il y a un personnage masculin qui est décrit, qui est handicapé dans l'histoire et qui a envie de séduire cette jeune femme, mais qui peut pas vraiment le faire du fait de son handicap, de son âge, etc. Et donc, comme il se sent complètement enfermé dans ce corps malgré son désir, il va demander à cette jeune femme de lire cet acte 2 de Richard III parce que précisément, c'est un personnage monstrueux qui séduit une femme. Et que pour lui, c'est une façon de détourner et de trouver une forme de satisfaction à jouer ce qu'il pourrait pas jouer dans la vie, quoi. Donc il y avait ça qui était important, et pour moi aussi parce qu'il y avait une forme de fétichisme qui s'installait dans cette relation. Et je voulais que ça apparaisse aussi dans le livre, que toutes les relations de désir ne sont pas forcément exaucables ou en tout cas n'arrivent pas à leur fin, mais qu'elles trouvent des biais de jeu justement. Et je pense aussi parce que le jeu il est important aussi dans la façon dont on est avec les autres. Il est toujours un peu présent en fait, cette idée du jeu, du personnage qu'on incarne pour quelqu'un ou qu'on incarne différemment pour quelqu'un d'autre, etc. Le jeu est toujours là, ouais. Alors sur la forme du livre, toujours, le fait, on a parlé des références, mais le fait de proposer une playlist et une liste des œuvres citées permet au lecteur plusieurs opportunités d'interaction dans son approche de l'œuvre. On peut prendre le livre de plusieurs manières, hein, réécouter les musiques, choisir de découvrir les œuvres dont vous parlez. Était-ce important pour vous de proposer ce qu'on pourrait qualifier d'hybridation féconde, propice à l'approfondissement de la relation entre le lecteur et le texte, de proposer un prolongement? Oui, tout à fait. Il y a aussi cette idée que chaque personnage, en tout cas chaque femme qui s'exprime, je voulais la situer dans une forme de paysage mental aussi, quel est cet environnement qui permette aussi de déterminer qui elle est, mais aussi en passant par les références. Après, vous parliez de Dominica tout à l'heure, et Dominica, je lui ai envoyé le livre et il m'a écrit « Tu n'as pas besoin de toutes ces références ». Et donc ça m'amusait pas mal parce que je me suis dit, bon, pour lui, c'était presque accessoire, mais je pense que voilà, pour un auteur de chansons qui est aussi écrivain comme Dominica, qui lit beaucoup, peut-être que pour lui, c'est presque trop, peut-être qu'il sait trop bien de quoi je parle et de ça, et en même temps, pour moi, c'était aussi de susciter une forme de curiosité sur certaines œuvres que j'adore et que j'ai envie de partager. Et donc, voilà, je pense qu'il y a plusieurs... il y a plusieurs biais en fait aussi d'interprétation de tout ça, et puis enfin, en tout cas pour moi je pense que c'était ce plaisir là avant tout,
Et puis oui, il y a aussi cette idée que voilà, tout est multiple en fait. On peut jamais rien enfin pour moi, je peux pas résumer le personnage juste à ce qu'il est à ce moment-là. J'ai envie de créer une forme de cosmogonie autour qui vient enrichir aussi ce personnage avec des œuvres, quoi. Et ce qui enrichit aussi le livre, c'est une interrogation sur le pouvoir de la littérature et du langage, et sur leurs limites aussi. Vous citez d'ailleurs Ludwig Wittgenstein, un philosophe autrichien du début du XXe siècle. Merci d'ailleurs de nous faire découvrir ce philosophe, qui a écrit un Tractacus Logico-Philosophicus qui analyse de façon totalement inédite les rapports entre monde et langage. Je vais juste citer une phrase pour qu'on situe un petit peu. « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde », a-t-il notamment écrit. Et cela fait écho en tout cas, aux mots d'une de vos héroïnes, Claire, dans Schizophrénie d'une fille bien élevée, qui dit, je cite, « Les mots, que je crois savoir manipuler un peu, me laissent souvent frustrée, ils ne me donnent pas tout à fait les clés de mon existence. » Alors j'ai envie de vous demander si c'est, en l'occurrence, en lisant le livre, si c'est aussi la relation charnelle, organique, qui en fait est une des clés, et si le corps, la sincérité du corps, dévoie finalement presque malgré lui la vérité nue de l'esprit. Wow. Ça va loin. Mais oui, non, mais alors c'est vrai que je pense que dans le livre il y a aussi ça, c'est-à-dire en tout cas éprouver les limites du langage avec les autres et éprouver les limites du corps avec les autres, et qu'il y a un affrontement tout le temps, et puis surtout que le corps en fait il nous donne des indications qui sont pas forcément ceux que l'intellect pourrait nourrir, donc on est toujours, en tout cas je pense que toutes ces héroïnes elles sont toujours dans une forme de balancement comme ça, en train de se dire ce que je pense avec des mots, d'où ça me vient, et ce que je vis avec mon corps et les réactions que j'ai, comment j'arrive à faire le lien aussi, et aussi comment j'arrive à reconstruire, justement parce que le corps parfois me donne des informations contradictoires, comment en fait je peux essayer de reconfigurer un peu cet agencement du rapport langage-corps, ouais. Il y a vraiment ce jeu-là, en tout cas, que j'essaye de déployer. Après, c'était peut-être mon premier livre, peut-être qu'inconsciemment, maintenant que vous le dites, il y avait quelque chose d'une peur de ne pas arriver avec le langage, de déployer peut-être tout ce que j'avais moi envie de mettre dans ce livre aussi. J'en sais rien, mais là, quand vous disiez ça, je me disais, ah, c'est marrant, tiens, peut-être il y a ça, je sais pas. Alors, vous avez employé le mot de confrontation. Ouais. Et effectivement, il y a dans ce livre, dans certaines des nouvelles en tout cas, l'idée de cette confrontation pour restaurer une égalité. Alors, je m'explique. Plusieurs de vos héroïnes reviennent sur des réflexes qu'elles pensent liés à une éducation ancestrale, féminine et non pas féministe. Oui. Je vais juste citer un petit passage. Je sais me soumettre, comme beaucoup de femmes à qui on intime de ne pas prendre trop de place, de ne pas jouer sur un pied d'égalité avec les hommes. Je pense même avoir hérité d'une forme de culpabilité du fait d'être femme. Ou encore, plus loin, j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai été dressée à la concurrence. C'est aussi ce que l'on enseigne aux jeunes femmes, être reconnues au détriment des autres. Puisqu'on nous octroie si peu de place, il faut se battre. On est clairement dans la confrontation, même à notre époque post-MeToo. Et pourquoi était-ce important aussi de faire quelque part, et notamment dans le dernier texte, on y reviendra probablement, une sorte de manifeste quasiment politique? Alors moi je pense... Alors ça c'était l'idée aussi du livre, c'est-à-dire je pense que l'intime est politique. Je suis assez convaincue qu'effectivement tout ce qu'on nous apprend et qui nous meut dans la vie intime, finalement, fait aussi partie d'une vie sociale beaucoup plus vaste, et donc il y a ce lien qui est quand même assez présent, en tout cas chez certaines héroïnes, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas, au fait, dans ces problématiques-là. Mais en tout cas, j'avais envie, moi, de m'interroger là-dessus. Donc j'ai développé aussi cette histoire pour pouvoir justement essayer de considérer ça et de voir comment, en tout cas chez elle, chez Claire, elle a vraiment
presque elle arrive pas à se confronter en fait. Dès qu'il y a de la violence, elle se soumet presque automatiquement. Mais ça, c'est presque son problème à elle, quoi. Et je pense que toutes les femmes sont pas comme ça en fait. Mais simplement, elle est comme ça et elle découvre que peut-être en fait elle a hérité de ça, que peut-être c'est pas elle-même qui agit en son nom là, mais peut-être que ça vient d'une lignée en fait de femmes qui lui ont dit attention, fais-toi discrète, ne t'oppose pas directement à l'autorité et tout ça. Je pense que c'est surtout une histoire de domination dans son cas. Elle a peur, elle a très peur, par exemple, de pas être aimée. Donc, il y a plein de complexes qui viennent se mêler au fait que du coup, elle se met toujours en retrait dès qu'il y a affrontement, dès qu'il y a violence, etc. Donc, mais pour moi, effectivement, ça, c'était une façon justement de montrer son intériorité, c'est-à-dire elle se dit ça au bout d'un moment et elle s'interroge et elle va essayer de renverser cette façon de réagir en fait chez elle. Mais voilà, encore une fois, pour moi, passer par la fiction et par des histoires de toutes ces femmes, c'était aussi être vraiment en lien avec des cas particuliers, et pas réduisible, je trouve, de pas en faire. J'aurais été de toute façon, je pense, incapable de faire un essai. Mais c'était ça. Et bien sûr que ça vient de tout, aussi de tout ce qui a été, de tout ce qui est dit aussi, de certains mouvements féministes, etc. Et bien sûr que elle cherche une forme d'émancipation. Ouais. Alors toujours au chapitre politique, il y a un passage qui est assez amusant où vous détournez un épisode maintenant un petit peu ancien, mais toujours bien présent dans nos esprits. C'est dans Mercure au clair de lune, page 186. Donc entre deux protagonistes encore, c'est l'héroïne qui parle. Le nœud se resserrait, elle parle de son partenaire, le nœud se resserrait, sa politique sentimentale, ignorant mes besoins, avait fait de moi un gilet jaune de l'amour. Il oubliait mon existence par intermittence, négligeait mes requêtes. Je revenais sans cesse brûler ces Champs-Élysées. C'est un message Non, mais on peut faire des métaphores. Je pense qu'on peut faire des métaphores sociales à certaines relations, ouais, complètement. En tout cas, je me suis amusée à faire ça parce que, bon, déjà d'une part, je trouvais que c'était drôle, en fait. Simplement, en fait, ça m'amusait aussi de parler d'une relation comme ça. Et elle a vraiment le sentiment, effectivement, c'est une relation adultère, en fait, la personne avec qui elle est mariée. Donc, il y a aussi ça dans l'histoire, c'est une relation cachée. C'est une relation qui peut pas s'assumer. Il y a du secret. Il n'y a jamais un truc. Donc, mais oui, en fait, ça rejoint aussi cette idée, effectivement, que l'intime est politique complètement. Alors, comme nous allons avec grand plaisir écouter vos textes et chansons dans la performance qui suit cet entretien, je ne vais pas parler plus avant de la qualité de votre écriture que le public va découvrir ou redécouvrir. Je dirais simplement que vous avez réussi à utiliser un langage parfois cru, très cru. Il y a un réel souci de la vérité des mots et de leur sens dans ce livre, sans tourner autour du pot, tout en maintenant, alors c'est un petit peu le challenge et il est réussi, une puissance évocatrice et poétique dans la construction du texte et des images qu'il suggère. Et j'en reviens à Wittgenstein que nous citions tout à l'heure, vous arrivez à la fois à dire et à montrer les choses, en réussissant à résoudre une équation qui n'était pas si évidente. Comment vous avez procédé pour ça, ou bien vous l'avez conscientisé ainsi, ou c'est simplement ce qui vous est venu spontanément? Non, alors pour le coup, comme j'ai mis 4 ans à écrire ce livre parce que du moment où j'ai dit à Mireille que oui, j'avais une idée, que j'ai commencé à écrire une dizaine d'histoires et qu'ensuite... Donc on est passé par plusieurs étapes où je lui ai envoyé ces histoires, mais qui étaient écrites vraiment très rapidement. C'était les trames en fait, c'était un peu parfois beaucoup plus longues que ce qu'elles sont dans le livre finalement, etc. Et ensuite tout le retravail que j'ai fait en fait, ça a été très très long et je crois que je me suis jamais tellement posé ce genre de questions sur est-ce qu'il faut être poétique à tel moment ou mettre des images et tout, mais c'est plutôt que je me rendais compte que en fait j'avais besoin de montrer, ça c'est sûr, pour que en tout cas ça me paraisse réel à moi en tant que celle qui raconte l'histoire,
Donc j'avais besoin de montrer, j'avais besoin de dire certaines choses précises. Et la poésie, parfois, je pense, s'est immiscée à certains endroits. Notamment, je me suis rendu compte en le relisant, même en relisant récemment pour des lectures musicales, qu'il y avait beaucoup de consonances ou d'allitération à des endroits. Et je pense que ça me vient plutôt de ma manière d'écrire des chansons. Mais je pense que tout ça est un processus assez inconscient. C'est-à-dire, pour moi, il fallait que les histoires soient le plus vraisemblables possible, en fait, il fallait que j'arrive à faire vivre ces personnages pour moi, que ce soit déjà vrai. Et après, toutes ces façons, en fait, de faire advenir des images ou de la poésie ou voilà, certaines phrases, ou de ramener des références dedans, c'était surtout une manière, en fait, c'était un peu ma cuisine inconsciente, en fait, d'une certaine manière. Moi, je sais pas, il y a des textes que j'ai au moins 10 épreuves du texte jusqu'à ce qu'il soit fini, en fait. J'ai beaucoup, il y a des choses que j'ai écrites sur une longueur infinie, et puis au final, j'ai enlevé plein de passages. Je me suis dit, ça, c'est pas important pour raconter cette histoire et tout ça. Je lis beaucoup de littérature américaine. Enfin, en tout cas, je lis beaucoup de novellistes américains, de littérature américaine. Je pense que j'étais aussi pas mal influencée inconsciemment par ça, parce que c'est aussi ce qui m'a nourrie, moi, en tant que lectrice. Donc, je pense que c'est aussi tout ça qui surgit au final quand on essaye de raconter une histoire qui a du sens pour soi. Qui veut être partagé et qui en même temps, c'est des nouvelles, donc il y a une forme d'efficacité pour moi qui doit se tenir sur la narration même, quoi. Il faut qu'il y ait une chute, en fait, aussi simplement, quoi. Oui, mais c'est cette alliance, je ne dirais pas cette alternance, parce que parfois c'est concomitant entre la vérité des mots pris dans leur crudité et la métaphore, et l'accompagnement métaphorique et souvent poétique qui font de votre livre quelque chose de véritablement assez unique. Merci beaucoup. Merci à vous, Barbara Carlotti, et maintenant, place au spectacle. Merci beaucoup. Alors je change de micro et on va changer de son. Je vous présente Ingrid Samitié à la guitare électrique. Et ce soir, donc, on a choisi 3 extraits du livre qui sont Femme cascade, Jamais je ne pleure, jamais je ne ris et La déclaration. Et donc on va essayer d'enchaîner certaines chansons que j'ai écrites qui ont peut-être un rapport au final avec tout ça. Et ces extraits dans lesquels, évidemment, pour pas que ça dure des heures, j'ai fait quelques coupes. Donc c'est pas exactement le récit dans son intégralité, mais voilà. Ça vous donnera peut-être envie de lire ce livre. On y va ? Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. Ce qui m'intéresse, c'est assez spécifique. Les rythmes saccadés, les poses géométriques, les courbes, les déhanchés, extase et apogée, les grandes envolées. Quand je suis là, c'est triste, tout le stress trop intense. Je m'adonne avec aisance à quelques exercices d'endurance addictive, de vrais exploits sportifs. Les grands sauts, la conquête, ce qui jaillit s'élève. Moi j'aime les sports équestres, car ce qui m'intéresse avant tout, c'est la beauté du geste.
Ce qui m'intéresse est assez spécifique, ce qui bande les muscles, les gestes répétitifs, et parfois ce qui blesse, la cravache et le reste. Ce que j'aime avant tout, c'est la beauté du geste, passion secrète, insatiable ardeur, les formes, les courbes, les creux, les larmes, les gestes pieux, les cris, les fouets, les pieux. C'est assez religieux. Ce que j'aime, bien au fond, c'est la beauté du jeu. C'est pour moi ce qu'il y a de mieux, la beauté du jeu. Quand je suis seule et calme, je m'adore avec une extrême sagesse à la beauté. Avec une extrême sagesse à la beauté du geste. Femme cascade, Éléonore. J'ai grandi dans un hameau des gorges du Tarn. Mes parents étaient guides dans le parc du Gévaudan. Nous observions les meutes de loups. Nous vivions avec. Gamine, je passais un temps infini à la rivière, mon terrain de jeu favori, un lieu d'exploration magique. Aujourd'hui, je n'aime rien tant que paresser près de l'eau, contempler les rochers immenses. Sont-ils tombés du ciel, météorites ou astres défunts? Comment les arbres ont-ils réussi à s'immiscer dans leurs anfractuosités? Comment la nature arrive-t-elle à être si harmonieuse et si brutale? Les galets blancs, les rocs recouverts de mousse, la fougère qui enveloppe de sa dentelle les racines serpentines des ormes, les ormes qui étendent leurs doigts noueux à travers les graviers multicolores pour boire l'eau du torrent, le torrent qui glisse de vasque en ruisseau. Je connais un endroit fabuleux, mais je ne donnerai jamais son nom. J'aurais trop peur d'y être dérangée par les humains. C'est un coin de rivière caché, loin des habitations. On doit marcher 2 heures vers les cimes pour y accéder. Ceux qui s'y aventurent pensent à une piste tracée par les sangliers ou les renards. On l'appelle chemin de désir. Les 3 tartères de gravier jaune filent parmi les pins et se resserrent au milieu des buissons touffus. De gros cailloux surgissent et vous barrent la voie. Il ne faut pas craindre de dégager quelques ronces, de se griffer les jambes, de trébucher dans les éboulis pour se frayer une route incertaine vers le paradis, en mangeant quelques mûres au passage. Le chemin tout à coup se tord, s'incline et fond en zigzag entre les myrtes et les lentisques. Un raccourci abrupt dans lequel il faut s'accrocher aux branches pour ne pas patiner sur le sol meuble s'insinue jusqu'à la cascade. Là, une source de diamants se brise éternellement contre les galets. J'y suis seule au monde. Et j'aime dévaler la pente en cadence et en dansant, cabri virevoltant vers l'onde. Quand j'arrive dans mon repère, je retire mes vêtements et me dresse nue sur le rocher tortu. J'écarte les bras vers le soleil pour en recevoir la chaleur.
J'attends que la sueur perle à mon front pour me jeter dans le lac glacé. Ma peau alors se rétracte, mes poils se hérissent, mon corps semble reprendre sa densité. Je m'agite, nage avec hâte jusqu'à la cascade pour me réchauffer. Mon cœur bat à tout rompre. J'aime me faire tabasser par les chutes d'eau qui s'abattent du haut de la falaise. Je me faufile comme une anguille entre les jets, passe et repasse dessous, et l'eau martèle mes épaules, mes fesses, mes cuisses. Je m'étire, me cabre, me plie et me déplie. Je roule et pirouette en apesanteur, accompagnant le tumulte des flots. Puis, délacé, fouetté de fraîcheur, je nage jusqu'au bord et monte faire rôtir mes membres sur la grosse pierre brûlante. Sur le ventre, bras et jambes écartés, enlaçant le rocher, la chaleur irradie et gagne mon cœur. Le soleil mordille mon dos de ses griffes ardentes. Étoile des rivières fondues de chaleur, je m'assoupis, effleurant du bout des doigts la roche érodée, la joue collée à la pierre, les yeux accrochés au mouvement de l'onde. J'aime étreindre l'épiderme du basalte. Je m'imprègne de son parfum humide et mousseux. J'y dépose un baiser. J'honore la stèle, goûtant avec ma langue sa texture douce et rigide, puis me retourne sur le dos, ouvrant mes jambes au bleu du ciel. La brise chaude de l'après-midi effleure mon duvet, mon corps se cambre, mes narines happent l'odeur des pins. L'air transporte les fragrances des arbres. L'esprit du vent parle un langage tactile, s'attardant sur mes courbes ondulantes, guidant mes mains vers la fourrure au creux de mes cuisses. Et là, l'animal se réveille, humecte ses babines et bave. Il faut de nouveau refroidir mon corps incandescent qui se mue en bête sauvage. Mon corps possédé se redresse, longe la cascade scintillante, se glisse dans un renfoncement où le flux se resserre, encastré entre un monolithe et un gros tronc de bois flotté. Sur ce trône végétal, je peux m'asseoir près d'un jet plus fin. En tailleur sur mon siège éclaboussé, les plantes de pieds jointes, genoux pliés et cuisses ouvertes, mon sexe se donne à l'écume du fleuve. 1000 éclats d'eau pure arrosent la bouche rose du chien-loup affamé qui frémit et grogne. Mes doigts caressent le museau fumant de la bête pour la calmer, mais elle redouble d'énergie et se tord comme si elle tentait de sortir de moi. Elle rugit et bondit dans le lac. Dans l'eau fraîche, la créature se rétracte. Mais lorsque je remonte sur mon banc de basalte, mon corps poursuit sa métamorphose monstrueuse. À quatre pattes, cul tendu vers le ciel, mon sexe dégouline et palpite dans un long hurlement d'extase. Un geyser jaillit. La fontaine de jouissance emporte avec elle le paysage et cette crue fantastique entraîne dans son mouvement, tremble, chaîne, êtres peints et châtaigniers, leurs bras feuillus et leurs mains d'épines s'engouffrent dans la cascade, absorbant les flancs de la montagne, avalant la vallée. Une nuée d'oiseaux s'élève alors dans le ciel irradié, chantant dans leur vol le pur ruissellement de la vie infinie. Je suis louve et cascade, fondue dans le roc et les racines. Le corps de la vague m'emporte vers le cosmos. Je suis la femme cascade, la femme sauvage.
Prête, Ingrid? Tu voudrais simplement que je t'explique, mais ce n'est pas si simple, tu vois. Dans ce monde complexe, ésotérique, le beau est uni au bizarre. Toutes les possibilités existent. Tu ne vois pas double dans le miroir. La voix du serpent, les noces chimiques de l'amour, c'est la nouvelle loi. Tu penses que ça n'est pas possible, mais la nature nous a faites comme ça. Différentes caractéristiques peuvent s'associer sans se mettre à mal. Simple phénomène composite. Tu vois, j'ai deux atouts pour moi. C'est la singularité des filles. Il faut appeler un chat un chat. C'est somme toute une histoire politique, un héritage plus grand que les lois, une énigme humaine et scientifique qui trouve sa source dans le fond des âges. Viens dans ma chambre que je t'explique, je suis sûre que tu apprécieras. C'est ce qu'on appelle les noces chimiques. Bah ouais, je sais, tu connais pas. Viens dans ma chambre que je t'explique. Toutes les femmes sont hermaphrodites. Viens dans ma chambre que je t'explique. Toutes les femmes sont hermaphrodites. Viens dans ma chambre que je t'explique. Viens dans ma chambre. Ingrid, c'est métier. Jamais je ne pleure, jamais je ne ris. Virginie. Je m'ennuyais salement. Je venais de changer de collège. Je ne connaissais personne et puis j'aimais pas ça, les adolescents. Je fréquentais un établissement huppé de la banlieue parisienne. Mes parents avaient voulu bien faire, mais j'avais du mal à trouver des amis parmi ces hordes de bourgeois en velours côtelé. Je traînais mes complexes de jeune femme qui a eu ses règles à 11 ans, trop grande, trop grosse, trop formée avant l'âge. J'étais mal dans ma peau. Seul refuge pour mon âme tourmentée, la musique pop et la poésie ombrageuse de Baudelaire
dont la noirceur faisait écho à ma pénible métamorphose. J'avais découvert les fleurs du mal en 5e. Leurs mots avaient illuminé le chaos de ma puberté précoce. Ma prof, une femme de 50 ans au bras droit sectionné dans un accident de voiture, m'avait prise en affection, sensible à mon malaise, à cette amputation de la joie qu'elle constatait chez moi. Elle m'observait m'éveiller lorsqu'elle prononçait le nom du poète maudit. J'ouvrais alors mes paupières éternellement mi-closes. Un après-midi, je m'étais portée volontaire pour réciter la beauté. On veut tous en connaître le secret, Charles en disait toute l'ambiguïté. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. J'aimais déclamer cette sentence pour donner à mon corps en mutation le pouvoir et la solidité du roc. Mon enthousiasme n'avait pas duré. J'avais perdu confiance à mi-parcours face au regard suspicieux des élèves et je m'étais étouffée dans un sanglot de honte. Madame Micheli m'avait gardée à la fin du cours. Elle voulait m'aider. Et ça m'intimidait qu'on s'intéresse à moi, qu'on me questionne, qu'on veuille me rassurer. J'attendais surtout que le temps passe, les yeux rivés au ciel bas et lourd de mon adolescence. Je restais souvent seule pendant la récréation, marchant dans les allées du parc de ce collège à l'architecture brutale, cachot humide de ma scolarité. Casque de Walkman vissé aux oreilles, je rêvais d'amour passionné et de folles danses en discothèque. Collé à mon poste de radio en rentrant du collège, j'enregistrais des cassettes. Avec mes morceaux préférés, je notais les annonces des soirées organisées à Paris. Je voulais rendre mes nuits plus belles que ces sombres journées. Un soir de novembre, mes parents s'étaient couchés tôt. J'écoutais Oui FM à bas volume dans ma chambre. Les animateurs vantaient une soirée prévue à la locomotive mixant 3 ambiances, rock, new wave et disco. Avec mon physique hors norme, on me donnait facilement 18 ans. C'était le moment d'en jouer. Train à 23h30 jusqu'à la gare Montparnasse, puis ligne 12 direction Pigalle. Et même si je ne connaissais que le quartier autour de la gare où j'avais la permission d'aller au ciné une fois par mois, l'espoir de changer ma morne existence me porterait à bon port. Ma chambre s'ouvrait sur la terrasse du petit pavillon familial. Il suffisait d'enjamber la rambarde pour atteindre la rue. À 23h, tout était assoupi dans la quiétude automnale de la banlieue. J'enfilais mon pantalon pas de def, mon t-shirt rose à paillettes, ma veste en cuir et mes kickers, prête pour la grande aventure. Paris la nuit avait des airs de grands magasins. Du monde partout, des enseignes de toutes les couleurs, une accélération de l'espace-temps. Dans les couloirs du métro, on se serait cru en plein jour. Pas de quoi s'affoler. Mon cœur s'est emballé pourtant. Cette soudaine liberté me donnait l'impression de me réveiller d'un long coma. Ou bien était-ce la crainte de cette virée solitaire et nocturne à transgresser les interdits ? J'étais bien organisée, j'avais repéré les horaires des premiers trains, je danserais jusqu'au petit matin, et à 6h, je serais de retour dans mon lit, mon secret sous l'oreiller. Sous les ailes géantes du Moulin Rouge, la jeunesse s'amassait devant les portes du temple. J'avançais, frémissante, fondue dans la foule, regardant mes chaussures vers la longue boîte noire et rouge post-industrielle. J'ai enfin pénétré la nuit de métal. Fleurs de métal, Métallucine, Cinémathèque, Take Me Away. Les garçons n'étaient pas ces minets minables du collège. Ils avaient des dégaines de Jadvio et me voilà glissant sur le tapis rouge vers le dance floor. Les pulsations de la musique emportent mon corps. Il vibre seul au milieu du monde. J'ondule, j'oscille, j'arpente les couloirs, explore les recoins cachés. Je vais boire un peu d'eau sous les lumières blafardes des chiottes. Je me remets du rouge à lèvres, un peu de poudre blanche et j'observe les autres filles de loin, trop timides pour aborder qui que ce soit. Puis, je descends d'un étage. Néon violet, fumigène, antigène, changement d'ambiance. New Wave. Je
préfère ça. Au centre de la piste, vue à 360 degrés. Je regarde les mecs, est-ce qu'on peut me voir? Un homme me fixe. Je l'ignore, bouge avec détachement, mais je le fuis. Il se retrouve devant moi à l'autre bout de la piste. Alexandre est grand, une vingtaine d'années, blond, sourire avenant. T'es seul? Ouais. Tu viens souvent ici? Non, c'est la première fois. T'aimes bien New Order? Alexandre se balance, gracieux et souple. Il porte une veste grise, un jean délavé et une chemise blanche façon Gainsbourg. Sa mèche sur le front se soulève dans un souffle quand il passe d'une jambe sur l'autre. Sur Temptation, j'ose le regarder dans les yeux, il sourit sûr de lui. C'est mon jour de chance. Il se rapproche, m'attrape les mains, me guide et finit par m'enlacer doucement quand le DJ enchaîne sur Talk Talk. Ses lèvres effleurent ma joue, se posent sur ma bouche, un baiser si léger qu'il s'évapore dans la chanson. It's my life. Don't you forget. Nous fredonnons les paroles pour effacer le trouble. Les reflets argentés de la boule à facettes tournoient autour de nous. Je n'entends plus la musique. Alors Alex, tu nous présentes pas? Deux types s'avancent vers nous. Ce sont ses cousins Jacques et Laurent, plus âgés. Ils m'examinent comme un animal bizarre. Je me demande s'ils vont partir, mais je m'en fous, je reste danser. Je suis venue pour ça. De toute façon, je n'ai pas le choix. Je dois attendre le premier métro. Mon cœur se serre à l'idée que je n'aurais eu qu'un seul baiser. Mais c'est déjà ça. Alexandre se tourne vers moi. Ils veulent y aller, je suis obligée de rentrer avec eux. Tu veux pas venir? Non, je préfère rester danser. C'est trop con, on vient à peine de faire connaissance. Les deux cousins s'éloignent, Alexandre m'embrasse avec fougue, me tire par les bras. Allez, viens, on est seuls à la maison, on pourrait continuer à danser là-bas, viens avec nous. Les deux cousins réapparaissent, insistants. J'hésite. Ai-je raison d'avoir peur? Je les retrouve sur le boulevard, on s'engouffre dans le premier taxi. Sur la banquette arrière, près d'Alexandre, je suis perdue. Mes yeux s'accrochent aux fines gouttes de pluie sur la vitre. Sa main se glisse dans la mienne. La seule chose qui me rassure, c'est qu'on se rapproche de Montparnasse où je pourrais prendre mon train à l'aube. La nuit est noire comme jet. À mi-chemin, les cousins me demandent si j'ai de l'argent pour payer le taxi. Non, j'ai juste de quoi prendre le train. Ils m'arrachent mon sac. Le conducteur ne réagit pas, évite mon regard dans le rétroviseur. Alexandre demande à ses deux comparses d'être plus gentils, mais il le provoque en riant, pique quelques pièces dans mon portefeuille et règle la course en sortant un gros billet. Mon malaise s'amplifie. Sur l'avenue, je me dis que je ferais mieux de partir maintenant. Je traîne les pieds en espérant trouver une rue où bifurquer, mais Alexandre me saisit par la taille. « Tu vas voir, on va s'amuser, on a de quoi faire des cocktails. » Je me laisse emmener. Lui, avec sa gueule d'ange, j'arrive pas à le trouver menaçant. Nous obliquons dans une ruelle. Il pousse la grille d'un jardin pour accéder à une maison en forme de U, avec une immense baie vitrée. Ça m'impressionne. Je pensais qu'à Paris, il y avait que des immeubles. Leur oncle est parti en voyage. Faut retirer ses chaussures à l'entrée. Faut pas salir, tu comprends? Jacques et Laurent se précipitent derrière le bar américain et sortent une bouteille de vodka du congélateur. Allez, beuverie! Ils empoignent tour à tour la bouteille pour boire au goulot. Je m'assois dans le canapé. Je bois pas. Alexandre me dit de me détendre. Les deux gros lourds s'agitent, ils parlent fort, allument la chaîne hi-fi, montent le son. Je n'entends pas la musique, seulement cette peur sourde. Je dois retrouver mon calme, retrouver mon calme, retrouver mon calme.
Je demande à Alexandre de me faire visiter la maison. Je voudrais être seule avec lui. Laurent est laid et agressif, un brun hargneux aux yeux noirs perçants avec une chemise dégueulasse, un motif triangulaire orange et marron, un petit air d'Is No Good. Jacques est son double mou, regard veule et stupide de suiveur, son valet. Alexandre a l'air de les trouver aussi pénibles que moi, il m'emmène à l'étage. On peut rester dans la chambre si tu veux. Il s'allonge sur le lit et m'attire à ses côtés, m'embrasse doucement, me plotte les seins sous mon t-shirt, ouvre la braguette de mon jean. Sa main s'immisce dans ma culotte, dégage mes hanches, je m'abandonne à ses caresses. J'aime bien. Ça me calme. Le désir s'anime dans mon ventre et j'oublie les petits roquets qui picolent dans le salon. Alexandre a des gestes lents et précautionneux. Il retire mon pantalon. La porte claque. Les deux cousins font irruption dans la chambre. Qu'est-ce que vous foutez là tous les deux? Allez, descendez avec nous. Alexandre roule sur le côté du lit. Jacques et Laurent nous tirent par les bras. Je suis debout, en culotte. Je veux partir maintenant. Alexandre, s'il te plaît, passe-moi mon pantalon. Laurent s'empare de mon jean. Tu vas devoir courir pour le récupérer, ma grosse. Il sort de la chambre, dévale l'escalier. Je le poursuis. Arrête, c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. On s'est jamais autant marré. Dans le salon, Laurent tourne autour du canapé en agitant le jean au-dessus de sa tête. Jacques demande hilar, vous voulez pas recommencer devant nous? Alexandre me saisit par l'autre bras et m'entraîne dans la salle de billard. Il me pousse sur la table comme pour un plaquage de rugby, s'allonge sur moi, me bloque de tout son corps, je peine à bouger sous sa masse. Les cousins ont pris place dans des fauteuils. Ils applaudissent joyeusement au spectacle, dégrafant leurs pantalons et agitant frénétiquement leurs verges molles. Alexandre essaye de retirer ma culotte, je me tords dans tous les sens pour l'en empêcher. Si je me laisse faire, les deux autres vont me passer dessus. Lâche-moi! Je crie, cheval fou qui se cabre. Les cousins me menacent. Tu peux toujours hurler, ma grosse. Personne ne t'entend, t'es coincée. Je me débat, mais Alexandre réussit à bloquer mes deux bras d'une seule main et dirige maladroitement de l'autre son sexe entre mes cuisses. Mes muscles se contractent, je serre les jambes le plus fort possible et me tords le cou pour tenter de le mordre. Je n'arrive qu'à attraper furtivement son regard. Mâchoire serrée, une voix profonde que je ne me connais pas sort de mon sexe. Je vais vous dénoncer aux flics. Aussitôt, Alexandre relâche son étreinte et interroge du regard ses comparses. Pantalon sur les genoux, muet, membre en main. L'image se fige. Je glisse de la table et bondis vers le salon. J'attrape mon sac, mon pantalon sur le canapé en cuir blanc et me précipite hors de la maison, pieds nus. Je cours à perdre haleine jusqu'au bout de la pince sans me retourner. Quand j'ai quitté l'allée, je me rhabille haletante. Tout est fini. Le jour commence à poindre. Je marche en direction de la gare. Tant pis pour les kickers. La rue déserte me colle aux pieds. Le commissariat du 14e arrondissement se dresse devant moi, monumental et froid. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Au loin, les trains grincent sur la voie ferrée. Je ralentis le pas et récite à voix basse. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre. Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes. Et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris.
des lunettes noires sur tes yeux bleus, sous ta perruque, d'autres cheveux. Tu te caches, petite fille, sous tes fossiles couloriciles. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pleures et c'est mieux, t'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Tu lis souvent des magazines, on dit que tu ressembles à Marilyn. Tu as le même sourire fragile, t'as même déjà joué dans un film. Ouais, 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 ouais. Tes mots souvent sonnent creux, mais c'est pas grave, petite fille. Tu pourrais soulager des marines, t'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. De voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ta démarche svelte et élastique toutes les nuits traverse la ville. Tout est précis, merveilleux, allonge le pas pour voir un peu. Tu sors au baron, Régine, tu te brises souvent dans l'alcool, mais tu ne couches avec personne. Ça laisse des traces indélébiles, t'es si jolie quand t'as mal. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Oh, oh, oh. Ouais, 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 ouais. Les mots souvent sonnent creux et quelquefois j'imagine tes lèvres embrassant des vitrines. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. Ça me rend folle de voir ce noir sous tes beaux yeux qui coulent. T'es si jolie quand t'as mal, ça me rend folle. La dernière histoire. La déclaration. Sylvie. Rester enfermée dans le silence de mon appartement pour l'éternité, voilà ce que je voulais faire. À la fin de mon histoire avec Luc, qui avait duré 6 ans et des poussières, j'étais à la dérive, mais je continuais à sortir la nuit avec ma nouvelle meilleure amie, lassitude. Cette grande gigue ne me lâchait pas d'une semelle et me rappelait tous les soirs combien vivre pouvait avoir un goût de vieilles chaussures bouillies qu'il fallait compenser avec des cocktails, et un investissement sans relâche dans mon travail d'attaché de presse, m'obligeant à hanter les concerts et les release parties entre coupes de champ et de ginto. Contrairement à la chute vertigineuse des ventes dans l'industrie du disque ces 10 dernières années, la courbe de mon alcoolisme avait terriblement augmenté. Ma doctrine, je bosse, donc je bois. Je rentabilisais ma solitude et j'évitais de me retrouver en tête-à-tête avec cette conne de lassitude qui pérorait lorsque je zappais la nuit sur des chaînes d'infos de plus en plus racistes. La crise de la quarantaine, on a beau lutter, on n'y échappe pas. Tout s'abîme, la peau, les cheveux, les poches de déception sous les yeux, l'effet des substances et l'intelligence. Cette rupture me renvoyait un reflet douloureux, une silhouette d'Hécatie qui semblait épouser ce monde en déliquescence. Je me sentais déphasée. Courage et enthousiasme, mes vieux potes de toujours s'étaient fait la malle avec mon mec. On ne sait jamais si c'est nous qui changeons ou si ce sont les autres quand des amis nous lâchent. J'avais perdu ma saveur, en avais-je jamais eu. L'autre soir, après une réunion bien arrosée dans un bar, j'ai voulu rejoindre quelques amis au concert d'un groupe d'électropop. Je suis arrivée ivre au badaboum. Les musiciens étaient partis, le DJ en action. J'ai pas retrouvé mes amis. J'ai envoyé des messages, commandé une vodka tonique, ils étaient tous au lit.
Au comptoir, sous les néons rouges, une meute éparse s'abreuvait. Ça sentait la transpiration et la bière, rien de très excitant. Au bout du bar, un groupe de jeunes parlait ouvertement de drogue. Je me suis approchée, j'ai annoncé « Si vous avez de la coke, je suis preneuse ». Une blonde à franges, aux yeux translucides, qui menait de front une carrière de mannequin et des études de philosophie, comme elle l'avait expliqué quelques secondes avant, a proposé d'aller en chercher ensemble. Elle était accompagnée d'une jeune graphiste, d'un étudiant en école de commerce et d'un musicien. Des gamins vifs et brillants avec une furieuse envie de se retourner la tête. Me prenant à part, la blonde m'a raconté sa passion pour Wittgenstein, dont je n'avais jamais entendu parler. C'est le plus grand philosophe du XXe siècle. Pendant la Première Guerre mondiale, il a écrit le Tractatus Logico-Philosophicus qui révolutionne complètement la pensée analytique. Après quoi, il renonce à la fois à l'héritage de ses parents super riches et à la philo pour devenir jardinier. Jardinier. Je lui ai demandé de m'expliquer les secrets du tractatruc. Wittgenstein aimait bien provoquer. Il a complètement remis en question le langage et a poussé sa discipline dans ses derniers retranchements. En gros, il a démontré que le sens éthique et esthétique du monde n'est pas transmissible par le langage. Contrairement aux autres philosophes, la question pour lui n'est pas d'accroître ni d'approfondir nos connaissances. Il veut nettoyer, éliminer les faux problèmes, écarter les discours vides. Les questions métaphysiques sur le monde, l'être, l'âme, la mort ou Dieu sont pour lui des interrogations vides de contenu. Même sobre, j'aurais pas eu les capacités intellectuelles pour saisir toutes les subtilités de ce qu'elle racontait, mais j'ai essayé de donner le change. Et c'est quoi ta citation préférée de Wittgenstein ? Les faits n'appartiennent tous qu'au problème, non à sa solution. J'ai souri bêtement. J'appréciais cette idée, mais mon état ne me permettait pourtant pas de partager avec elle la lueur de pensée qu'avait éveillé cette phrase dans mon esprit vaporeux. Ses amis nous ont rejointes avec une bonne nouvelle. Ils avaient trouvé un dealer. On est allé sniffer une première ligne dans les chiottes et puis j'ai invité la bande chez moi, j'habitais à côté. La belle philosophe nous a abandonnés sur le trottoir. Les autres n'avaient pas envie d'aller se coucher. Sous l'enseigne du Badaboum, un jeune Marocain d'une vingtaine d'années, en jean basket, t-shirt et doudoune noire, avec un sac à dos de lycéen, nous ont expliqué qu'il n'avait nulle part où dormir. Il avait du mal à trouver ses mots. La douceur et l'humilité qu'il dégageait nous l'ont rendu immédiatement sympathique. On s'est tous accordés à accueillir Ahmed parmi nous. Personne ne restera à la rue ce soir. La jeunesse est généreuse et ouverte. L'ivresse sera partagée. Je sors du jean du congélateur. Lassitude s'est fait la malle. Elle doit être partie guinchée avec échec sentimental et avenir sans but. Les mômes s'installent dans le grand canapé en cuir du salon face aux deux enceintes. Ahmed, impressionné par la hauteur sous plafond de l'appartement, se cale dans un coin près de la fenêtre. Je l'invite à s'approcher. Il balbutie qu'il est bien. J'ose pas le brusquer. Sa timidité me fend le cœur. Ses beaux yeux noirs inquiets m'envoient des nuées de gratitude et de tendresse quand je lui tends 2 coussins. Carte bleue en main, les gosses alignent la poudre sur la table basse, tout en s'émerveillant devant ma collection de disques. Mortel, ça fait plaisir, putain, de Nina Simone, Nick Drake, Robert Wyatt, que du bon. Eux, ils écoutent toutes sortes de sons, mais sur leur téléphone ou leurs ordinateurs. Pas de sous et pas de place dans leur studio. Chez moi, ils découvrent ravis les livrets, les photos, les textes, le plastique cristal des CD comme les reliques d'un monde enseveli. Cléa, la graphiste, porte une montre connectée. Je lui demande si ça l'angoisse pas d'être suivie à la trace, que ses battements de cœur, ses trajets, ses activités soient enregistrés à des fins commerciales. Elle s'en moque. Mes convives refusent d'opposer les années qui nous séparent. Cette fraîcheur me donne un regain d'énergie. Julien, l'étudiant en école de commerce, me fait penser à un chien fou. Il ondule du bassin et secoue la tête sur Heroes de Bowie.
Ahmed observe ce petit jeu de séduction avec intérêt, mais n'ouvre pas la bouche. Ou seulement pour me remercier de mon hospitalité. Il répète « Tu es très très gentille » quand je lui offre de la vodka ou une ligne de coke qu'il décline à chaque fois. Ahmed est si seul, si perdu. Je vais lui chercher de l'eau, me désaltère avec lui. Arrivé depuis peu à Paris, il loge chez son oncle à Saint-Denis et il m'explique qu'il compte prendre des cours de français. Plus une goutte de gin. Les étudiants s'alanguissent dans des conversations de plus en plus décousues. Cléa s'est assoupie en boule sur le gros accoudoir du canapé. Ahmed somnole sur ses coussins. Julien, parfaitement en forme, appelle Allo Apéro pour nous ravitailler. Mike, le musicien, me fait écouter ses maquettes. Et c'est vraiment pas mal. Une sorte d'héritier du Marquis de Sade, en plus solaire, matinée d'électronique. Et je commente un à un ses morceaux, lui prodigue des conseils, et il me regarde comme le messie. Mais Julien ne revient pas. A-t-il battu en retraite ? Mike est sceptique. Mon pote m'abandonnerait jamais, et puis regarde, il a laissé son téléphone sur la table. Pendant ce moment de flottement, je décide de me mettre à l'aise et me glisse dans une nuisette de satin noir. Le petit jour nous engourdit. À 7h du matin, la sonnerie de l'interphone retentit. Julien de retour, les bras chargés de bouteilles, accompagné d'un grand type noir très mince. Ses poignets et ses chevilles sont d'une finesse extraordinaire. Babacar a l'élégance d'un chasseur peul. Fils de diplomate, il travaille dans une agence de publicité. Après avoir sniffé 2 traits de coke, il m'embrasse dans le cou. « Vous gênez pas pour moi ?» lance Julien. Dans mon petit cœur qui sursaute, il y a de la place pour 2. Je m'entends lui dire « Reste pas dans ton fauteuil ». Je roule des pelles tour à tour aux chiens fous et aux chasseurs peuls, tout en les déshabillant. Babacar dégage ma poitrine de la nuisette, l'empoigne à pleine main et approche ses lèvres charnues de mes tétons. Julien colle sa bouche à ma bouche pendant que je dégrafe son jean. Babacar introduit ses doigts entre mes cuisses. Et je m'étonne que Cléa, Mike et Ahmed ne se réveillent pas. Peut-être regardent-ils les yeux clos par délicatesse. Je lustre le pantalon à pince de Babacar et branle Julien qui ne bande pas tout à fait. Babacar détache sa ceinture et je me précipite pour avaler sa queue. Julien n'est pas très à l'aise. Il s'éloigne pour regarder Babacar qui me pénètre. Du fauteuil, il voit mes fesses chevaucher son compagnon de bagatelle dans un va-et-vient langoureux, soupir transpirant et rire léger. Je me suis jamais sentie aussi décomplexée, fille de la cellulite et des vergetures. Ahmed a ouvert les yeux et nous observe fascinés. Je pense qu'on pourrait se donner beaucoup d'amour. Je rêve d'une union entre les peuples et les générations. Cléa, Ahmed, Mike, Julien, Babacar et moi dans une luxurieuse déclaration des droits de l'homme, la libre communication des caresses, la jouissance sans distinction de genre ou d'origine, tous les êtres vivants demeurant libres et égaux dans la baise. La liberté consistant à pouvoir prodiguer tout ce qui fait du bien à autrui, une communion des sens, une réconciliation sensuelle qui efface toutes les différences. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique au plaisir, de la consentir de leur plein gré. Mais pendant que j'écris mentalement ce nouveau manifeste de l'être humain, les yeux de Julien se teintent d'amertume. Je fais pas le poids avec ma petite bite de blanc face à cette grosse bite de black. Je préfère regarder. Sa bêtise brise mon fantasme érotico-humaniste. Babacar, silencieux, ralentit la cadence. Je suis effarée. Sérieux, comment tu peux dire une chose pareille ? Julien se saisit d'une chaussette noire qui gît au sol et enfile son membre à l'intérieur et le fait tourner comme une pale d'hélicoptère en maugréant. Moi aussi, je peux avoir une grosse bite de black. Je lui ordonne de partir. Il ramasse ses affaires contrit et réveille ses amis. Ahmed, qui a tout suivi, part avec les 3 étudiants,
tout en amoureux, il me dit « Tu es vraiment gentille, Sylvie, très très gentille. » Et je suis persuadée qu'il a lu dans mes pensées. Je lui adresse un clin d'œil. On se revoit pour discuter. Je te laisse mon numéro. En attendant, entoure-toi des bonnes personnes. Julien me dévisage rageux. Je referme la porte. Je suis désolée, Babacar. On n'est pas sorti de l'auberge dans ce pays de fachos. Il me sourit et me tend ses 2 longues mains. Je place sur la platine un vinyle de Nina Simone. Quand résonnent les premiers accords cuivrés de Feeling Good, Babacar m'enlace en me murmurant à l'oreille « Je vais te faire un enfant, ma beauté. Je vais te faire un enfant. » J'ai cru oublier ce moment précis où mes doigts se posaient sur le piano. Je me souviens seulement, c'était la nuit, tu chantais dans cet habit blanc d'été, un chant d'été qui en disait trop. J'ai cru oublier cet instant précis, mais il revient maintenant, vague ressac des flots. Ta bouche s'ouvrait en notes très précises, si légère et si chaud. Un chant de dune, un monde nouveau, tu en sais trop. Mon Dieu, mon amour, cette mélodie me retournait le cerveau et j'écoutais au ralenti ta voix d'enfant sans les mots. C'était un soir d'été à Capri, fenêtre ouverte car il faisait chaud. Mais tout s'éclaire maintenant avec une certaine ironie. Comme c'était beau, comme c'était chaud, tu en sais trop. Mon Dieu, mon amour, cette mélodie, un astre clair, un chant d'oiseau. Nous chantions au milieu de la nuit une litanie sans les mots. Aujourd'hui, je me demande si c'était écrit. Aujourd'hui encore, il fait chaud. Mais se peut-il seulement que l'on oublie ce jour où l'on existait trop? Comment peut-on exister trop, exister trop? Oh mon Dieu, mon amour, cette mélodie, un astre clair, un chant d'oiseau. Nous chantions au milieu de la nuit une litanie sans les mots.
yeux, mon amour, cette mélodie. Un astre clair, un chant d'oiseau. Nous chantions au milieu de la nuit une litanie sans les mots. Ingrid Samitié à la guitare, s'il vous plaît. Merci Ingrid. Bien sûr, écoutez les histoires de... Du monde libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâché pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.